Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actu, nous aurons nos observateurs habituels du mardi, ce sera après la coupure pub, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 28 mars 2023, jour où le parquet national financier a fait une descente au siège parisien de la BNP Paribas, de sa filiale Exane, mais aussi à Natixis, chez la HSBC et la Société Générale. La BNF est sur un gros coup, à savoir une fraude fiscale massive. Pendant 20 ans, ces banques auraient permis à des actionnaires d'éviter de payer leurs impôts sur les dividendes, pas moins de 140 milliards d'euros qui ont échappé à l'État, de quoi financer plus d'une dizaine d'années de déficit de la caisse des retraites. Je vous rappelle que le déficit estimé est entre 2 millions et 15 millions approximativement par an. Faites le calcul, avec 140 milliards d'euros, eh bien, on paie effectivement à minima 10 années de déficit de la caisse de retraite. Et on enchaîne avec cette nouvelle journée de mobilisation en Hexagone, avec de nombreuses manifestations dans les grandes villes. Le cortège parisien, à lui seul, a rassemblé plus de 500 000 personnes. Maurice Cessé était sur place. Nous sommes au niveau de la place de la République, la 10e mobilisation de cette réforme contre les retraites, l'appel de l'intersyndical, des manifestations un peu partout dans les villes. Nous avons quelques compatriotes avec nous. Alors, déjà, madame, vous manifestez, je suppose, contre la réforme. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, il est inadmissible que l'on aille plus loin. On a déjà reculé, avancé, enfin on a déjà tout fait. Il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. On peut pas. On a une population déjà chez nous qui est vieillissante. Si nous ici, on va plus loin, comment on fait pour pour s'occuper de nos anciens ? Comment on fait pour déjà nous avoir une retraite ? Parce que du coup, on ne la voit pas du tout arriver. On est obligé de continuer. Quelle est votre fonction ? Vous travaillez dans quel corps de métier ? Moi, je suis secrétaire dans un secteur de formation à FO Communication, à rue Vergniaud. Et effectivement, on forme nos militants, les sympathisants, les personnes qui en veulent et qui veulent représenter nos valeurs FO. On les forme à être des vrais militants, à dire non, à protester, à négocier et à bien communiquer avec l'ensemble des salariés et du personnel qui travaille au sein de la Poste. Alors, d'autres personnes avec le monsieur, présentez-vous, vous travaillez où, à quel camp de profession ? Alors moi, je m'appelle Cédric et je suis facteur à Paris 17 normalement. Et voilà, on se bat contre la retraite. On veut pas une retraite comme ça. Et vous êtes là depuis le début des mobilisations ? Oui, parce que je travaille à la conf, donc on n'a pas le choix, on est obligé d'y être là. Et ça, je suis très fier de participer aux manifestations qu'il y a tous les jours. Et puis c'est pour nous et pour nos enfants aussi, c'est pour le futur aussi qu'on se bat. Monsieur, vous travaillez également ? Bonjour, moi je travaille à la FNEM, Oui. donc Fédération Énergie et Mines de Force Ouvrière. Alors, vous êtes là depuis le début des mobilisations, vous êtes aussi contre cette réforme de retraite ? Oui, étant donné que je suis dans l'organisation des manifestations, donc je suis là depuis le début et ça se passe bien, ça va. Alors, vous avez espoir que peut-être le président va faire un geste à un moment donné ? On va continuer jusqu'à ce qu'il nous écoute parce qu'après tout, c'est nous, c'est notre voix qui doit primer sur son bon vouloir. Déjà qu'il a pris le pouvoir, on va dire, il a été élu une deuxième fois. Par qui ? On ne sait pas. Mais en tout cas, on est là. Et s'il faut continuer jusqu'à peu plus, eh ben, il faut qu'ils nous entendent à un moment donné. Donc on n'abandonnera pas, on ne lâchera pas l'affaire. Est-ce que depuis des années vous travaillez, c'est la première fois que vous voyez une telle mobilisation dans les rues ? Oui, et c'est même surprenant, mais c'est très intéressant de voir que tout le monde se sent concerné. On va avoir beaucoup de jeunes normalement qui vont se rassembler avec nous cet après-midi pour nous le prouver justement. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais vu, enfin moi, de mon vécu, en 27 ans de carrière, je n'avais jamais vu autant de monde dans la rue. Et la Guadeloupe, elle entre dans la danse avec des blocages ce matin des axes routiers principaux de Cap-Esterbello et de Rivière-des-Pères. Regardez. Rivière-des-Pères qui est en ce moment bloquée par des manifestants. Et vous voyez donc les forces de l'ordre
effectuer une intervention. Ça a commencé vers 4 heures. 4 heures, ils ont commencé à mettre les barricades. Et à 4h30, il y avait le feu, des grosses flammes. Alors, voilà. qu'est-ce que vous pensez justement de ce mouvement social? D'un côté, c'est bien et d'un côté, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que j'aime pas la violence. Mais il défend une cause. Parce que la retraite à 64 ans, moi je viens d'être à la retraite, on est fatigué. Même à 50 ans, ça dépend les métiers qu'on fait, on est épuisé. Donc mes enfants sont jeunes, ils ne sont pas déjà au travail, qu'on pousse les gens à travailler jusqu'à 64 ans. Donc il faut laisser la place aux jeunes. À pas qu'il y ait une réforme des retraites qui est en jeu? Non, il n'y a pas que ça. Il y a ça, hein, mais ça fait déjà encore l'État à monter plus fort. Mais il faut nous attendre que. Parce que depuis, pour l'État Covid là, avec les soignants, tout ça, regardez, ça est fait en mois de novembre, il y a déjà 2 ans. Et il faut nous attendre encore. Tant que le problème n'a pas réglé. Non, mais tout ce qui se fait est volontaire. Pas n'y a rien qui a fait qui n'est pas volontaire. C'est calculé. Pourquoi nous en chemin là? Il y a qui a fait en sorte que nous descendons. Et donc, nous descendons, quand on dit, ben voilà, il y a voilà. Mais là, ça c'est différent. Parce que la France en bordel. Il y a qu'à penser, hein, si la France, si l'Europe pas mettons main dans ça, nous quand il fait en bordel. C'est le but en pays Guadeloupéen, changer les anciens, virer à la terre, planter jardin pour ça qu'on va petit à manger des mains. Parce qu'il n'y a rien pas belle. Aujourd'hui, on paye les conséquences jusqu'au bout. Hein, il est là pour 4 ans, eh bien, on va payer jusqu'au bout. Mais c'est dommage parce que les jeunes ne sont pas au boulot et ça me fait de la peine pour les jeunes, pour la jeunesse, notre jeunesse en Guadeloupe et en métropole. Parce que mes enfants sont en métropole et moi je viens de rentrer au pays. Et on rappelle que cette réforme des retraites est jugée nécessaire par le gouvernement pour en grande partie rembourser ce qui a été dépensé pendant la gestion de crise Covid, à savoir ces 400 milliards d'euros qui sont littéralement partis en fumée. Les salariés de Constructel, eux, sont mobilisés au siège d'Orange à Jarry. Ces derniers demandent à leur donneur d'ordre de revenir sur la table des négociations pour signer un accord qui respecte la convention collective du BTP. On écoute le porte-parole Médéric Rassel au micro de Michel Depape. Alors, je de la force savent que Constructel, nous sommes sous-traitants à Orange et nous implanté, Constructel implanté ici depuis 10 ans. Donc, je de là, nous là, double devant Orange. C'est pour que ça fait réagir parce que nous avons à 7e négociation nous, et nous pas arrivé à rien. Et ça que nous avons revendiqué, c'est la convention collective à la BTP. Alors, convention collective là, c'est des points de droit, d'accord? Tout ce qui s'agit de prime d'ancienneté, prime de salissure, prime de profondeur, indemnité de transport, panier repas et consorts. Là, c'est ça qui est une grosse difficulté à nous, puisque nous ne pas arriver à acter un accord de fin de conflit avec la direction. C'est-à-dire que nous avons fait un accord avec nous, c'est-à-dire que nous avons voulu un relevé avec nous, mais relevé là, nous ne pas arriver à comprendre exactement ce qu'il acté, ce qu'il pas acté. Aujourd'hui, nous avons mis ce conflit là, surtout, c'est ça qui est important, tant que nous pas bon, on date pour dire nous que nous avons une table de négociation et pour nous signer et acter le conflit là dans le bon ordre. Nous pas laguer et comme les camarades qui derrière nous nous pas lâcher. Voilà. Rien pas caï. Les élus départementaux ont voté le budget primitif de la collectivité à l'unanimité. 949 millions d'euros seront engagés cette année, dont 10 millions de plus pour l'insertion et 24 millions supplémentaires pour l'investissement. On fait le point avec Guy Losbar. Déjà une très grande satisfaction puisque ce budget qui a été voté à l'unanimité, c'est pratiquement 949 millions le budget, en augmentation de près de 5%. La priorité, c'est concernant l'insertion. Nous augmentons l'enveloppe pour l'insertion de 10 millions. En termes d'investissement, plus 24 millions qui seront consacrés à l'investissement. Et tout en maintenant nos actions traditionnelles sur l'amélioration de l'habitat, également pour les aînés, pour la petite enfance. Nous allons faire également un effort conséquent. On va pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse donc des crèches, de la CAF, pour pouvoir être plus performants dans cette politique publique.
Il faut travailler dans l'intérêt de tous les Guadeloupéens et qu'il y a des efforts qui sont faits budgétairement, mais vous savez, il y a tellement pas à faire que ce n'est jamais suffisant. Donc oui, on a voté le budget, mais maintenant il appartiendra d'être équitable dans l'exécution de ce budget sur les différents territoires. Vous avez bien vu que j'ai fait l'intervention concernant la petite enfance. Parce qu'aujourd'hui, je crois plus que jamais, tout le monde doit se pencher sur l'enfant dans toute sa globalité et depuis son plus jeune âge. Donc si on parle d'égalité des chances, eh bien l'égalité des chances commence dès la petite enfance. Donc on met l'accent sur les personnes âgées, sur les personnes handicapées, sur les familles vulnérables. Il faut lutter contre la pauvreté. Eh bien, s'il y a tout cela, eh bien, il faut une inclusion sociale totale et on doit commencer par la prise en charge de nos petits. Nous augmentons le budget dans un contexte particulier, mais en même temps responsabilité pour garder les équilibres. Et il y a certaines politiques publiques où nous voulons intervenir de manière plus conséquente, telles que l'insertion. Mais aussi nous allons faire un effort très important sur le foncier. Cela n'apparaît pas dans le budget, mais dans l'organisation administrative pour que nous soyons beaucoup plus dynamiques et plus en corrélation avec cette autonomie alimentaire que nous souhaitons. Donc c'est en ce sens qu'on peut qualifier d'ambition et de responsabilité. 135 millions d'investissements, on augmente de pratiquement 24 millions des investissements. Nous allons pouvoir intervenir sous les routes, nous allons pouvoir accompagner le syndicat au niveau de l'eau. Nous contractualisons avec les communes, contrat pays. Le budget qui était de 7 millions passe pratiquement à 12 millions et nous ferons encore un effort lors du budget supplémentaire qui montre que cette adéquation entre une volonté affichée et qui se concrétise à travers ce budget. Et interpellé par les sentinelles Guadeloupe sur le pont de Sainte-Claire à Goyave, le maire de la ville, Ferdi Louisi, et le président du département répondent. Lors du passage de Fiona en septembre 2022, l'édifice qui relie le quartier de Sainte-Claire au bourg avait littéralement été emporté par les flots. 8 mois plus tard, aucun travaux n'est réalisé et les riverains se doivent de traverser la rivière à pied. On fait le point avec Olivier Félix. Session de vote du budget, j'en ai profité pour parler de la situation post-Fiona sur le territoire de ma commune, mais qui vise aussi d'autres territoires dans le sud Basse-Terre notamment. Le pont de Sainte-Claire a été emporté et visiblement ça a bouleversé la vie des gens totalement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'il y a des habitants qui traversent la rivière à pied, quel que soit leur âge. Je suis tombé sur une grand-mère qui m'a dit avec son petit-fils, ben moi je traverse la rivière parce que ça fait trop long, je ne peux pas, il y a trop de risques. Et donc les gens ont décidé de traverser la rivière à pied. Donc il faut maintenant, et je l'ai dit au département, quand bien même que les études prennent du temps, quand bien même que les travaux vont prendre du temps à être réalisés, la population le comprend parfaitement, mais il faut des solutions palliatives. La mise en place d'une passerelle nous permettrait de régler ce problème de risque que les gens prennent par rapport à leur vie au quotidien. Oui, dans l'urgence, il faut tenir compte de l'urgence vitale, c'est-à-dire qui touche les gens dans leur quotidien de leur vie. Et ce que je souhaitais expliquer aujourd'hui au conseil départemental pour ma commune, mais aussi ça concerne Saint-Claude, ça concerne Basse-Terre, ça concerne le Baïf. Et après des événements aussi intenses comme une tempête ou un cyclone avec toutes les conséquences, on a peut-être fini de nettoyer, on a ramassé les encombrants, on a rééquipé les ménages, mais il faut penser aussi qu'il faut des infrastructures pour permettre à ce que la vie continue comme avant. Très tôt, nous avons fait l'évaluation et d'ailleurs, je me rappelle que l'État s'était engagé à 80% pour accompagner donc, les communes. Et donc, nous avons inscrit dans le cadre donc, du budget pour la réfection totale donc, du pont. Mais un pont ne se fait pas en quelques semaines ni en quelques mois. Il est nécessaire que tout un ensemble donc, de travaux, d'études soient réalisés, ce qui est le cas et qui va donner lieu ensuite à la construction de ce pont. Maintenant, c'est de voir quel type de palliatif qu'il pourrait y avoir, puisque pour la section donc, de Goyave, où se trouve ce problème pour le pont, il semblerait qu'il y ait une mise en sécurité à faire. Nous sommes en avril, d'ici ce week-end. On est à quelques mois de la reprise de la saison cyclonique. L'an dernier, c'était septembre, mais qu'est-ce qui nous dit que ce ne sera pas juin? Et donc, tous ces stigmates,
toutes ces insuffisances, il faut les pallier pour mettre en sécurité la population. Le plus urgent, c'est que les gens soient en sécurité, mais une sécurité immédiate. La sécurité, elle ne doit pas attendre 6 mois, 1 an, 10 ans. Elle doit être immédiate. La saison cyclonique, elle va redémarrer d'ici le mois de juin. Et on ne sait pas encore avec ce changement climatique, est-ce qu'on n'aura pas un autre Fiona ou quelque chose de plus intense, d'encore plus dangereux. Et la population ne doit pas être exposée. Faisons déjà cela, protégeons la vie des populations et ensuite on va continuer sur la mise en place de biens qui viendront améliorer le quotidien. Mais l'urgence la plus absolue et qui me semble vitale, c'est que la santé des gens soit protégée, les gens soient protégés physiquement, l'intégrité physique des administrés de Goyave soit garantie par rapport à des équipements qui ne coûtent pas très cher, qui peuvent même représenter le coût d'une étude, mais qui sont nécessaires pour permettre aux gens de ne pas prendre de risques dans leur vie au quotidien. Et notez que le leader des Sentinelles Guadeloupe, Éric Coriolan, a été convoqué par la police suite à une plainte de la communauté LGBT pour un post effectué sur les réseaux sociaux. Et on se rend maintenant à la baie de Blachon à Lamentin pour la journée mondiale de l'eau, une denrée rare pour laquelle les États bientôt devraient se livrer à des guerres. En attendant, certains misent sur la prise de conscience de la population qui pourrait cesser dans un premier temps le gaspillage. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes à la baie de Blachon. Nous sommes sur un événement que l'Office de l'eau organise pour valoriser la journée mondiale de l'eau qui a lieu normalement le 22 mars. Et cette journée mondiale de l'eau est le temps de valoriser toutes les pratiques autour de l'eau douce. Ici, il s'agit, le thème de cette année, c'est accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau potable et de l'assainissement. Et il s'agit pour nous de montrer à l'ensemble des enfants qui participent à cet événement comment on peut faire évoluer nos pratiques vis-à-vis de l'eau pour préserver cette ressource qui est indispensable. Nous avons pensé à mutualiser 2 activités, donc un conduit par l'UNSS et l'autre conduit par l'UCEP. Donc l'UNSS est lié aujourd'hui à la journée de l'eau. Et l'UCEP est sur un projet de 2024 par rapport aux Jeux Olympiques de 2024. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la découverte du patrimoine culturel, de la biodiversité, ces enfants-là sont là pour découvrir les sentiers de la Canne autour du Lamentin, mais aussi ce que propose la base nautique, l'Aviron, avec découverte de la mangrove et tout ce qui s'y associe sur découverte du patrimoine, les palétuviers, etc. en tout cas, et pour qu'ils puissent vraiment comprendre les écosystèmes de notre région. Sur cette manifestation, nous avons 16 ateliers. Donc, qui sont tous basés autour de la valorisation de la baie, de la valorisation des pratiques, des bonnes pratiques, on va dire, avec le milieu aquatique. Et nous avons plusieurs partenaires, soit institutionnels, soit associatifs. On peut prendre l'exemple du parc national qui va parler de la faune et de la flore. On peut prendre l'exemple également de l'association Dia Mangrovla qui va parler, entre autres, des boîtes à crabes, ou alors de la confection d'articles de vannerie à partir d'espèces exotiques envahissantes. Tout un ensemble de partenaires qui sont là dans un même objectif, sensibiliser les enfants aux bonnes pratiques environnementales. Et on se rend à la Maison Saint-Vincent qui organisait une journée de lutte contre la précarité alimentaire, qui, si les choses continuent comme ça, devrait pas mal se généraliser. Regardez. Je dirais même essentiel de pouvoir initier ce type d'action, puisque nous sommes à la 2e édition. Nous luttons contre la précarité, aider les familles à s'en sortir, aider les familles à gérer leur budget, aider les familles à gérer également le budget pour bien se nourrir, tout en gardant une situation financière pas trop stable. Mais c'est primordial, c'est essentiel que ces actions soient menées, d'ailleurs sur tout le département. Saint-Vincent-de-Paul est un partenaire indispensable et incontournable dans le monde associatif et le monde pour l'aide aux personnes en difficulté. Nous accompagnons Saint-Vincent-de-Paul dans son fonctionnement et la Banque alimentaire, régulièrement, nous faisons un certain nombre d'actions s'agissant de notre spécialité, c'est-à-dire de tout ce qui est alimentation, tout ce qui tourne autour de l'alimentation. On travaille en osmose avec Saint-Vincent-de-Paul pour bien faire et faire en sorte d'améliorer
la vie de nos concitoyens, des gens qui sont en difficulté. Ce type d'action s'adresse aux familles que nous accompagnons au sein de l'association et aussi le centre culturel qui est notre partenaire aussi sur cette action-là à des familles qui sont en difficulté. Et nous avons associé les familles du centre culturel et aux familles de l'association Saint-Vincent qui sont accompagnées par notre service social, qui se trouvent en ALT ou alors en IML. Et ces familles, c'est pour mieux les accompagner pour l'insertion et pour aussi protéger leurs familles, savoir comment les nourrir, comment gérer leur budget, comment gérer leur famille. Le message fort, c'est que l'être humain, quelle que soit sa condition, a besoin d'une alimentation saine, a besoin d'une alimentation suivie. Et que, quel que soit le budget, on a la possibilité, en respectant un certain nombre de règles, en connaissant un certain nombre de choses, on a la possibilité de bien se nourrir, donc de rester en bonne santé. Et de retour sur le plateau, je reçois maintenant M. Cancel, adjoint au maire, délégué à la culture de la ville de Sainte-Anne. Il est en compagnie de Mme Grandisson, élue au développement durable, toujours dans la commune de Sainte-Anne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors on commence par les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles? Toutes les nouvelles sont bonnes. On commence. Il me semble qu'il n'y a que de bonnes nouvelles. Il y a une nouvelle qui risque de ne pas faire trop plaisir, Madame Grandisson, c'est que effectivement la période de Pâques arrive, donc beaucoup de Guadeloupéens se préparent déjà à camper, ce qui ne sera pas possible à Sainte-Anne. Pourquoi? Alors, la municipalité le maire a pris un arrêté interdisant le camping à Sainte-Anne. Ainsi que les barbecues. Ainsi que le barbecue et les feux. Parce qu'en fait, on sait que dans cette période, on a énormément de gens qui fréquentent les plages de Sainte-Anne. Et donc, il y a une forte pression sur le milieu. Donc, aujourd'hui, face au changement climatique, avec tous les phénomènes d'érosion que ça peut entraîner, nous sommes déjà contraints à restaurer le long du littoral. Donc vous êtes plus dans une phase de restauration? Nous sommes déjà dans une phase de restauration, de reboisement. Alors on essaie de reboiser tout le long du littoral. Donc en fait, nous faisons appel justement à la conscience collective, de façon à ce que chacun puisse bien comprendre qu'aujourd'hui, il s'agit de préserver les ressources pour les générations futures. Donc une fois effectivement que le littoral aura récupéré un peu de santé, on va dire, entre guillemets, le camping pourra reprendre normalement. Mais en attendant toute une phase, reboisement, on s'occupe du littoral de façon à ce qu'il se régénère. En fait, il faudrait attendre quand même quelques années parce que le changement climatique aujourd'hui, on le voit, c'est chez nous comme ailleurs. Le changement climatique a des impacts forts sur l'ensemble des littoraux du monde, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, certaines villes sont obligées de déplacer des bâtiments parce qu'aujourd'hui, le niveau de la mer monte. Et d'ailleurs, même chez nous à Sainte-Anne, on le voit. Même chez nous à Sainte-Anne, on le voit. Par exemple, prenez le rond-point de Sainte-Anne. Quand on rentre sur la plage de Sainte-Anne, de Sainte-Anne-Bourg, on voit le rond-point. Autrefois, on était à quelques kilomètres de la mer. Et aujourd'hui, on voit que la mer reprend ses droits, reprend sa place au fur et à mesure. On appelle ça le recul du trait de côte. Quand on regarde ça sur des photographies, on voit bien que chaque fois que la mer, le trait de côte, on a un recul du trait de côte. Donc, par rapport à cela, nous devons faire attention. Et nous appelons quand même l'ensemble des populations sainte-annaises, mais l'ensemble des populations de la Guadeloupe dans son ensemble, justement, à comprendre ce phénomène et justement à nous aider à préserver, en fait, ce littoral, de façon à ce que demain, nos enfants puissent connaître une plage. Voilà, c'est important. Ne serait-ce que ça. Alors, à défaut de camping, vous organisez donc des journées de découverte de ce littoral? Oui. Alors, je dis bien à défaut de camping,
Mais il est entendu que la municipalité n'interdit pas à l'ensemble de la population d'aller se baigner. Nous savons bien que c'est un jour et que c'est la tradition. Il est clair que la population aura droit à bien sûr, accès à la plage. Voilà. Ce sont les excès et les abus qui ne seront pas tolérés dans tous les cas. Voilà. Donc parlez-nous de cette journée de découverte du littoral. Nous aurons une journée de découverte du littoral, nous aurons une marche, justement pour... où l'ensemble du public, nous invitons l'ensemble de la population, c'est gratuit, et l'ensemble de la population pourront justement voir de quoi nous parlons, comment nous avons choisi des espèces qui sont inféodées à cet espace et comment nous avons replanté, reboisé le long du littoral. On pourra aussi leur montrer les différents phénomènes d'érosion qui se posent. Donc ils pourront véritablement voir et véritablement justement... Vous pensez que le constat de pouvoir voir de ses yeux pourrait bouger les choses plus rapidement? Oui, c'est important. C'est important parce qu'il faut que la population prenne conscience qu'une plage érodée, c'est une plage fragile. Et vous savez que nous avons ce phénomène de dynamique du littoral et tout ça, mais nous avons aussi des problèmes de submersion. Donc face à un problème de submersion, on fragilise notre littoral. Et donc en fait, c'est aussi une façon de protéger ces populations. Et je crois que nous serons le 1er avril avec l'ONF qui travaille avec nous, qui est un partenaire. Et je pense qu'il pourra encore et encore expliquer ces phénomènes. Qui prennent du temps, ils ne sont pas visibles tout de suite, et c'est peut-être ça le problème, c'est que les modifications ne sont pas visibles tout de suite, c'est des choses qui se passent, qui s'étalent sur des années, et on a tendance effectivement à s'habituer, puisque comme vous le soulignez, c'est maintenant que vous le dites que je me rends compte effectivement que le niveau de la plage au bourg de Sainte-Anne n'est plus du tout le même en réalité. Il y a vraiment eu un gros recul, et ça effectivement, il faut qu'on prennent le temps de voir ces modifications. Ça prend du temps, mais je voudrais dire aussi que ça s'accélère aussi par la pression des hommes. Donc nous voyons, même sur le littoral, c'est tout le temps que nous faisons appel à la police parce que des gens continuent à déboiser, alors qu'il s'agit encore de leur sécurité. Donc je crois que la marche que nous allons faire, c'est une marche bien évidemment pour se détendre aussi. Mais c'est aussi pour éduquer la population, pour bien comprendre le phénomène. Merci beaucoup Madame Grandisson. On va passer à Monsieur Cancel. Monsieur Cancel, est-ce qu'on peut mettre la culture un petit peu de côté, donc les campings un petit peu de côté, le temps que la plage se restaure? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? La culture, c'est tout. La culture, c'est la vie. La culture, c'est tout ce qu'a dit Madame Grandisson, ma collègue. Et la culture est tellement importante que notre collectivité, précisément, a décidé de la mettre au cœur même du projet territorial. C'est-à-dire que nous considérons, nous, au niveau de la municipalité, nous considérons cette culture, la culture, comme véritablement un levier de développement économique. Et c'est surtout, ça, il faut insister là-dessus, c'est un marqueur identitaire. C'est à partir de l'expression culturelle que nous allons pouvoir former le peuple, bâtir carrément ce peuple guadeloupéen, puisqu'il s'agit bien évidemment de valoriser, de défendre tous nos patrimoines. La culture, c'est aussi une occasion de favoriser tout ce qui est cohésion sociale. La marche organisée par la municipalité autour de la problématique de la sauvegarde de l'environnement, bien, c'est une dynamique qui crée ces rapports intergénérationnels, interethniques également. Donc cette culture, c'est précisément permettre à l'ensemble de la population de se reconnaître, le vivre et le faire ensemble. Ça nous paraît extrêmement important, puisque, quand on regarde le développement d'une véritable politique culturelle, on se rend compte que par transversalité, la culture impacte tous les domaines, qu'il s'agisse de l'agriculture, du développement économique, du tourisme, de l'éducation, bien évidemment. La culture, c'est vraiment le potomitan. Et une politique culturelle bien menée, ce que nous essayons de faire à Sainte-Anne, devrait pouvoir participer à l'épanouissement de toute la population, permettre en tout cas à toutes les composantes de cette population de trouver matière à vivre bien, à vivre épanoui, et précisément à
à s'investir dans l'expression culturelle, dans la consommation de l'art, pour s'insérer dans le monde, parce que la culture, c'est certainement pas cette vision un peu populiste qui consiste simplement à incarcérer la culture dans des pratiques de nos ancêtres. Il y a ça aussi, mais il y a cette ouverture au monde. La culture est universelle et nous tenons absolument à offrir aux Saint-Anais et aux Guadeloupéens, en tout cas, une expression culturelle dans toute sa diversité. Tous les arts doivent être représentés et les petits Saint-Anais doivent pouvoir goûter, toucher, en termes d'éveil, à la musique, à l'art dramatique, aux arts graphiques, aux arts vivants, enfin tout ce qui est art. Pour nous, ça nous intéresse et on ne s'enferme pas précisément dans le folklore, dans les pratiques folkloriques. C'est vrai, il faut le faire. C'est vrai qu'il faut défendre le gros cas, par exemple. C'est vrai qu'il faut défendre la langue créole. C'est vrai qu'il faut défendre tout ce qu'on appelle toutes nos réalités passées, le patrimoine matériel et immatériel. Mais ce faisant, il faut toujours penser à... C'est comme un arbre, je le dis souvent. L'arbre implante d'abord ses racines. Et les racines bien plantées, les branches s'ouvrent pour aller vers l'univers. C'est comme ça que je vois un peu un développement culturel. Donc on est bien enraciné, effectivement, avec nos mœurs et l'habitude, mais il ne faut pas se fermer, effectivement, voir notre culture évoluer. Absolument. Et vous voulez rendre d'ailleurs l'art visible sur vos territoires en lançant le boulevard. Qu'est-ce que c'est ? Alors le boulevard, c'est une invention... le boulevard, on enlève le art en D, on met le art en T. Alors, vous savez, ceux qui connaissent Sainte-Anne se rendent bien compte que le boulevard Égis Bibiné, le boulevard, l'entrée, c'est la vitrine de Sainte-Anne. Et la culture également a pour but de renforcer l'attractivité d'une ville. Sainte-Anne, heureusement, regorge d'atouts naturels. Madame Grandisson, ma collègue, parlait évidemment de toute cette campagne, cette biodiversité, cette plage de Sainte-Anne. Mais il faut rendre tous ces atouts, il faut le mettre à la disposition d'un développement. Et nous nous sommes dit, mais ce boulevard maritime qui est un joyau pour tout le monde, on devrait pouvoir le mettre en valeur. Eh bien, comment c'est permettre aux gens d'y déambuler en y trouvant matière à s'instruire, à manger, à regarder, à acheter. Alors, c'est vrai qu'il y a, tous les soirs, quand on passe, on voit bien qu'il y a des marchands. Il y a des marchands de bauxite. C'est excellent. C'est un mets, c'est un plat typiquement guadeloupéen. Il est normal qu'on vende les bauxites. Et à partir de cela, il faut ouvrir également. Et nous avons donc imaginé que ce boulevard pourrait être l'espace d'une nuit de 3-4 heures, de 19h à 23h, pourrait être un lieu où on permettrait aux artistes guadeloupéens d'exposer leur savoir-faire. Alors, il y aura, nous comptons sur une trentaine de stands où ces artistes de tous ordres, de l'art culinaire, l'art graphique, l'art photographique, l'art musical, l'art littéraire, bref, tout le monde est invité à venir là, le dernier vendredi de chaque mois, à Boulevard. Et les gens, le dernier vendredi de chaque mois, ce sera pérennisé dans tous les cas. Ce sera pérennisé la première édition, donc c'est vendredi, le 31 mars 2023. Donc nous invitons d'ores et déjà la Guadeloupe à venir non seulement découvrir l'art, découvrir ses artistes, mais également passer un moment extraordinaire sur ce boulevard de Sainte-Anne, parce que Sainte-Anne, c'est une ville accueillante. D'ailleurs, les commerçants du coin, les restaurants vont pleinement en profiter, puisque la masse qui sera là, sera forcément, il faudra consommer. Et puis, ce qu'il faudrait ajouter, c'est que nous avons pris toutes les mesures en termes de sécurité. Les choses sont faites vraiment... Donc le boulevard sera piéton? Oui, dans les règles de l'art. Alors, tout le boulevard sera piéton, en direction, depuis le rond-point du Nègre Marron jusqu'au débarcadère, dans le sens Sainte-Anne-Saint-François. D'accord. Ce sera piéton. D'accord. Et l'autre versant
sera réservé ce qu'on appelle l'axe rouge, c'est-à-dire en cas d'intervention des secouristes. Là, c'est cela. Donc, toutes les mesures sont prises pour garantir à toutes et à tous une intégrité physique totale et parfaite. Donc, il ne reste aux gens qu'à venir découvrir ce boulevard. Donc le boulevard, ce sera donc à partir de ce vendredi, à partir de quelle heure? De 19h, donc à 23h. Jusqu'à 23h. Le boulevard principal de la ville de Sainte-Anne se transforme en place d'exposition, en place d'expression finalement pour tous les types d'art. Vous pourrez donc y participer. Et le lendemain, donc le 1er avril, vous êtes invité effectivement à cette marche de découverte et de sensibilisation à la protection du littoral. Ce sera du côté de la plage de Bois-Jolant à Sainte-Anne. Permettez-moi d'ajouter juste un mot pour dire que par rapport aux différentes plantations que nous faisons sur le littoral, ça relève d'un projet MOB Biodiv et qui est financé par l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau ce soir. Merci. Nous parler donc de l'actualité de la ville de Sainte-Anne pour ses vacances de Pâques. Merci encore. Merci. Allez. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Bisous tout le monde.